Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi chez Orange. GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans la première partie de l'émission, carrément dans la deuxième partie de l'émission, avec Aïssatou Sané. On apprend, madame Mohamed Mara, risque de suspension pour défaut de paiement. On parle foot ce matin, mon cher Mara. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous fais un résumé rapidement. Vous vous souvenez du fiasco de 2019 à la CAN, donc de notre équipe nationale de football. Et juste après, vous vous souvenez, il y a eu une véritable saga qui n'était pas très jolie à l'époque. L'entraîneur Paul Put qui avait été accusé de copinage et même de démarchage et ainsi de suite, de corruption pour être clair à l'époque. Et donc, il avait été viré purement et simplement de la tête de la Fédération guinéenne de football. Donc, l'affaire avait été portée donc devant le tribunal arbitrage des sports. Et depuis, donc, de 2019 jusqu'à 2021, donc finalement, février 2021, la décision était tombée. Ce qui est bizarre, c'est que personne n'en parle. Personne n'en parle, mais aujourd'hui, nous décidons quand même d'en parler parce que la Guinée risque maintenant une suspension de l'ensemble des compétitions de la CAF et de la FIFA. C'est ça aujourd'hui le problème. Voilà pourquoi on en parle. Mais personne n'en parlait. La décision est tombée depuis février 2021. Donc 2 ans déjà que cette décision est dans les murs ici de la Fédération guinéenne de football. On a mis cela sous boisseau. Je ne sais pas si c'était un secret d'État ou pas. Alors finalement, c'est la HAC, et je dis la HAC, c'est cette fois-ci la FIFA elle-même, dans un courrier qui est donc arrivé le 24. Le 24, c'était hier, oui. Et dont j'ai copié, qui vient donc rappeler à la Guinée l'existence de cette condamnation. Alors, grosso modo, la Guinée a été condamnée donc à payer à M. Paul Put 270 000 €, tout simplement, et puis plus des taux d'intérêt de 5% par an. Donc, de ce montant principal, 5% donc par an. Si vous prenez déjà, donc disons 2 ans, donc 10% de 270 000, il faudrait ajouter à nouveau sur ce montant principal 2 700 €. Ça, c'est donc les pénalités et donc à compter du 16 juillet donc 2019. 2019, okay. 2019. Donc c'est les pénalités. Donc, date à laquelle il y a eu la condamnation. Donc c'est même plus que ce que je dis, parce que 2020, 2021, 2022, ça fait déjà 3 ans et demi que cela existe. Donc il faudrait prendre 5% donc de ce montant-là par an, et ce qui fait quand même 1 350 € de plus par an. Qu'il faut payer en termes de retard, de pénalité, donc de paiement à M. Paul Put. Et puis, vous avez quand même 3 000 francs suisses comme contribution aux frais, notamment de démarchage, aux frais de, si tu veux, les courses d'avocats et tout ça, auprès du TAS. Donc, 3 000 francs suisses, donc 3 000 € environ, qu'il faudrait également payer pour les frais de dossier. Et puis, vous avez 20 000 € comme frais d'avocat, donc honoraires d'avocat également à payer. Et puis, il y a d'autres petites sommes qui arrivent. Alors, clairement, la FIFA le dit dans cette note que si cela n'est pas payé, il ne nous reste plus qu'un mois, je pense même pratiquement comme un jour, un mois. Ce qui va se passer, c'est que la Guinée va tout simplement être suspendue de l'ensemble des compétitions dans lesquelles nous sommes déjà engagés au niveau de notre continent. Voilà donc ce qui pèse sur notre tête. La question que moi je me pose, c'est comment est-ce qu'on a fait pour cacher quand même cette condamnation sur la Guinée depuis tout ce temps. Voilà. Et au niveau du Conor, qu'est-ce qu'on dit justement, Mara? Alors, nous n'avons pas pu. J'ai essayé d'appeler ce matin M. Sega Diallo. Je ne sais pas s'il est là ou s'il n'est pas là, mais son téléphone était fermé. Et je crois savoir que la présidente du Conor n'est pas encore en Guinée. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de répondant. J'ai tenté surtout de joindre Maître Sidiki, comment il s'appelle Maître Sidiki, qui est le responsable des questions juridiques au niveau de la Fédération guinéenne de football. Mais cette information, elle nous est tombée dessus très fraîchement. Pratiquement, on la traite en dépêche parce que vous regarderez même sur le site d'information sportive pour le moment, l'information n'est pas encore là. Mais oui, les documents de la HAC
de la FIFA sont entre nos mains. La Guinée risque gros. Nous avons donc un mois pour payer, je crois, environ, ça va nous faire environ dans les 300 000 euros. Sinon, voilà. Mais écoutez, triste réalité. Allez-y, mon cher. À cause de notre légèreté, tout ça. Ben oui, forcément. La légèreté dans laquelle on traitait les dossiers à la Fédération. Il ne s'agit pas. Non, je pense qu'il faut appeler le chien chien. Si c'est le football, c'est pas un problème. Hein. Alors, je pense qu'il faut appeler. Tu parles de la somme, hein? Ouais, on peut nous suspendre. Moi, c'est tout bénef, hein. Si c'est le football. Oui, mais s'il n'y avait pas de. Si c'est le handball. Mais les pénalités vont continuer à augmenter. C'est ça le problème. Il y a quand même au moins 3 milliards en jeu que la Guinée va devoir payer. C'est pas de la légèreté. Je pense qu'il faut appeler le chien chien. Il a posé une question centrale. Où était passée la condamnation? Où était passée l'information de la condamnation? Qu'en a-t-on fait? Pourquoi même le ministère de la Jeunesse serait surpris de cette information? Le ministère des Sports. Ah oui? Ah bah oui. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut poser la question à M. Antonio Souaré. C'est eux qui étaient là. Il y a cette condamnation qui arrive, qui frappe la Guinée. Personne n'est au courant. Comment s'arrange-t-on pour que personne ne soit au courant et que ce soit à la dernière minute, in extremis, que l'on doive réagir, sinon la Guinée se prend une condamnation, et une condamnation que malheureusement tous n'ont pas méritée. Donc c'est pas de la légèreté, je pense que c'est fait à dessein. On a simplement voulu, par omission, va-t-on aller nous dire, mais au fond c'était quelque chose de planifié, c'était quelque chose de prévu. Moi je me rappelle encore de ces moments-là. Sous Alpha, et ça je peux qu'on se le dise clairement, sous Alpha, vous savez que beaucoup d'employeurs, notamment dans le domaine des médias, et même des entrepreneurs, Alpha avait horreur comme on dit, il abhorrait les hommes qui avaient un peu de moyens. Il n'aimait pas les gens riches. Quand il apprend que tu as de l'argent, il te pose... Et il y a un qu'on a rencontré il y a quelques jours, et à qui il dit, toi j'ai appris que tu as de l'argent, que tu es riche. Et puis tu vas voir. Et puis un enfant comme toi. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Et puis il le traite, tu sais de quoi. Et donc vous voyez, donc nous avions un tel président qui n'aimait pas voir émerger des gens qui avaient des moyens. Et ce n'est un secret pour personne. Monsieur Antonio Souaré a subi Alpha Condé. Alpha Condé, il avait Alpha. En tout cas, le gouvernement entier a ses trousses pour un ensemble de faits. Certains, naturellement, forcément justifiés. D'autres, on n'en sait plutôt rien, mais Alpha qui savait des choses se dit c'est le moment de frapper, et il avait conduit plusieurs entrepreneurs comme ça à l'éteignoir. Dans ce contexte-là, on vous dit, le monsieur qui dirige la Fédération guinéenne de football se retrouve par maladresse, ou en tout cas par choix de gestion, par choix d'action, à devoir être condamné, donc à faire payer par la Guinée ce montant-là. Est-ce que c'est en vertu de ça que ça n'a jamais été entendu, ça n'a jamais été dit? Il faut bien se poser cette question. Ce matin. Et donc, je dis encore une fois, ce n'était pas une omission. Parce que ça, on ne peut pas ignorer ça. On parle de 270 000 c'est énorme quand même. Hein. On ne peut pas ignorer ça. C'est pas comme si c'est un dossier qui a disparu. Forcément, on le sait. Mais qui l'a mis sous éteignoir? Ma question, c'est quoi exactement? Parce que quand le gouvernement s'approche un petit peu de la fédération, on dit il y a l'émission, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ma question. Non, sincèrement, parce que Samba parlait tout à l'heure du ministère des Sports. Qui est surpris? Mais non, c'est pas que je suis surpris. Parce que normalement, au niveau de la fédération, je veux dire, la fédération, elle est indépendante. Vous le savez très bien, même quand il y a des élections et tout ce qu'il y a autour, on demande souvent à ce que le gouvernement ne puisse pas s'immiscer. Indépendante, mais tutelle, mais sous la tutelle. J'ai pas dit le contraire. Je suis en train de dire ce qu'il y a là-bas. Voilà. Oui, mais il y a quand même un contexte à tout ça. Mais je reviens là-dessus. Je dis encore une fois que... Peut-être que le gouvernement n'est même pas au courant. Hein. Moi-même, je suis en train de voir avec le ministre Béa pour qu'il puisse prendre la parole. C'est évident, parce que ce qui reste clair... Et donc, je m'arrête là-dessus. Pour souligner en fait encore le fait qu'on ne peut pas ignorer ça. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Je suis d'accord. Et malheureusement, après tout, c'est le pays. Ça s'impose à la Guinée. Je suis d'accord. La Guinée va devoir payer. Autrement, on va nous suspendre pour une histoire de... Et il est tout content, Roby. Hein. Oui, mais seul football, ça ne nous rapporte rien de toutes les façons. Si c'est pas des saignées financières comme
celle dont on parle. Mais pour revenir un peu au sujet, c'est que le danger dans tout ça, la difficulté dans tout ça avec l'État, c'est que la FIFA a pour interlocuteur direct la Fédération guinéenne de football. Ben voilà, on est sur la même longueur d'onde. Lorsque le courrier arrive dans la carte postale de la FEGIFOOT. Donc ça veut dire que le ministère peut ne pas être au courant, entre guillemets, parce que c'est à la Fédération guinéenne de football de remonter l'information au niveau de l'État. Je ne suis pas surpris. Si c'était une bonne nouvelle, l'État serait forcément au courant. Mais là, c'est dangereux. C'est dangereux de dire que l'État doit payer pour quelque chose qu'elle ne sait pas. Donc, à un moment donné, il y a 2 niveaux de punition. Non seulement il faut interroger les acteurs d'alors pour qu'ils s'expliquent pourquoi avoir camouflé cette information. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'était pas une information grand public? Oui, pourquoi c'était pas une information grand public? Parce que de toute façon, c'est l'État qui payera. C'est un secret d'État. Non, pas un secret. Enfin, j'en sais rien du tout. C'est pas un secret d'État. C'est un secret de la FEGIFOOT. Faut dire ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'État quand même qui va payer. Et dire que payer une telle facture, il faut quand même interroger ceux qui ont camouflé l'information, parce que je trouve que c'est pas normal. Allez-y, mon cher Ruby. Alors, les anglophones ont une expression pour décrire ça. Ils disent c'est un éléphant dans la pièce. ce sujet-là, le sujet dont personne ne veut parler, qu'on met sous le boisseau. Donc cette affaire, c'était un gros éléphant. Non, mais on va essayer d'interroger le ministre Béa qui nous allons joindre dans un instant. Allez-y. Voilà, pardon, allez, Mohamed. Je viens d'avoir le ministre qui, c'est vrai, il est surpris d'abord que voilà, cette information soit donnée comme ça. Mais il nous promet de revenir dans 10 minutes. Parce que moi, j'ai envie de lui poser une seule question. Comment cela se fait-il que le département a été mis au courant depuis quand même 2 ans de cette situation et puis qu'ils n'ont pas payé? Parce qu'attention, ce n'est pas la fédération qui va devoir payer cet argent. C'est ça qui fait mal. Ce sont les caisses de l'État. Et voilà pourquoi quand j'entends ici, non, l'État ne doit avoir aucun droit de regard sur ceci, sur cela, sauf que les contrats sont faits au nom de la République de Guinée. Et quand la fédération est condamnée, c'est la Guinée qui doit payer. Et voilà, on y est. Voilà. Allez, allez-y, mon cher Jacques Loualino. Et on sait bien ce qui s'est passé. Ça, c'était pas caché. C'était après la CAN de 2019 en Égypte. Il y a eu des problèmes. Et à l'époque, on avait essayé de mettre d'abord dans un premier temps sur des personnes. 2 personnes en réalité, c'était Monsieur Diaby et puis Paul Put. À l'époque, c'était même difficile dans la presse, si vous n'êtes pas journaliste sportif, de parler de ce sujet. Vous commencez, on dit attention, donnez la parole aux spécialistes. Et on sait, tout a été géré de cette façon. C'est la conséquence de la gestion centralisée de la Fédération guinéenne de football sous Antonio Suaré. C'est cela la vérité. On peut lui reconnaître sa volonté, son volontarisme même à mettre de l'argent dans le football guinéen. Mais le fait qu'il n'avait accepté aucune contradiction autour de lui, personne même dans l'entourage et même dans la presse n'ose évoquer la vérité autour du danger qu'on était en train de courir. C'est aussi cela aujourd'hui la question. Ce n'est pas la première condamnation qui a été cachée. Ce n'est pas la première condamnation. La première condamnation, c'est celle qui visait Antonio Suaré lui-même et qui lui interdisait de se présenter à la Fédération guinéenne de football. Ça a été caché à tout le monde et c'était même contre l'avis des instances suprêmes que la commission électorale qui avait été mise à l'époque en place et voulait aller pour organiser quand même ces élections en acceptant qu'il soit encore le candidat. À l'époque, on a dit tout ce qu'on a voulu dire de Alpha Condé, qu'il s'était mêlé. Il a appelé KPC, il a appelé Antonio pour trouver ce consensus éphémère qui n'a vraiment pas duré. Et puis après, bon, finalement, le Conor s'est imposé parce qu'on n'a pas pu tenir ce congrès qui devrait nous aider à avoir, n'est-ce pas, un nouveau bureau de la Fédération guinéenne de football. Je crois que Antonio n'aimerait pas qu'on sente qu'il a perdu devant les juridictions. C'est aussi simple que ça. Et il se fait aider par, si vous voulez, toute une équipe. D'abord, les acteurs du football, les membres de la fédération eux-mêmes, les anciens membres, bien sûr, ceux des
différents clubs et puis la presse sportive dans sa globalité qui, même si elle était au courant de cette situation, n'oserait pas l'évoquer. Nous en parlons parce que de toutes les façons, ce n'est pas notre milieu. On est au courant, on en parle et c'est l'État qui va payer. Ce n'est pas ça ne sortira pas de la poche de quelqu'un. On ne peut pas accepter d'être condamné, Roby, même si le football ne nous rapporte rien. Mais encore une fois, nous sommes membres de ces instances et on va quand même devoir compter, y revenir, parce que tant qu'on ne paye pas, les pénalités vont continuer à s'accumuler et le montant va grossir. Un jour ou l'autre, on voudra quand même participer à des compétitions et il faudra quand même payer. Voilà, des gens qui... les réalités sont là de toute façon. Il fallait le vin est tiré, il faut le boire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça, il faut éviter cela. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par le CONOR et qui enregistre encore beaucoup de contestations, parce que les mêmes remettent en cause les textes, etc., etc. Je pense qu'un jour, ils pourront s'entendre, mais il faut éviter d'avoir une fédération avec un président qu'on va considérer l'homme à tout faire. Bien. Il faut éviter ça dans ce pays. Voilà, allez-y. Mon inquiétude au niveau... Voilà, on va essayer de joindre un acteur majeur d'ailleurs de ce qui s'est passé. Mon cher Amadou So, vous allez essayer de l'appeler. Allez-y, mon cher Roby. Très rapidement, mon inquiétude au niveau de la FIFA, c'est que la FIFA généralement fait injonction aux États de ne pas s'immiscer dans la question de la gestion des fédérations guinéennes, des fédérations de football au niveau international. Mais lorsqu'il y a corruption, lorsqu'il y a dilapidation de fonds, quelle est la mesure que la FIFA prend pour punir les acteurs quand même qui gèrent le football? Je n'en vois pas. À un moment donné, je pense qu'il faut donner la responsabilité aux États d'avoir quand même un regard, il ne serait-ce que sur la gestion économique. C'est de facto. Il y a des poursuites, il y a des judiciarisations. Mais rappelez-vous, du président Blatter et combien de gens ont dû payer. Tu parles de Blatter, c'est un autre niveau. Oui, mais Mohamed Mara. Pourquoi les interdictions de candidature ont frappé la Guinée? Excuse-moi, je vais t'éclairer la lanterne. Oui. Tu sais très bien, on parle du cas spécifique de la Guinée, mais tu sais très bien comment les fédérations africaines de football gèrent les instances. Généralement, c'est des manques de primes pour les joueurs. Généralement, c'est au Cameroun. Ça, c'est notre sujet, Roby. C'est pas non, si c'est notre sujet. T'es hors sujet là. Non, pas du tout. On parle. Non, on n'est pas. Non, c'est pas hors sujet. Non, c'est pas hors sujet. Ça parle du même sujet. Non. Sauf que je voyage un peu. Si tu veux pas voyager avec moi, si tu veux pas voyager avec moi, alors laisse tomber. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut que les États s'intéressent de près de ce qui se passe dans les fédérations. Les fédérations sont mal gérées. Mais la FIFA, à un moment donné, est complice de cette gestion parce que au-delà de la question de Blatter, faut pas non plus mettre tout en noir quand même. Mais je suis désolé, mais non. Antonio, il a fait ce qu'il pouvait. Je parle pas d'Antonio. Voilà. Je parle des fédérations, moi. Et je parle des fédérations et je parle de tous les présidents qui sont succédés. Voilà, absolument. Donc, à un moment donné, il faut quand même laisser l'État punir un certain nombre d'acteurs dans le football qui gèrent mal l'argent du football. Parce que tout compte fait, quoi qu'on dise, la FIFA investit, mais l'État aussi investit. Bien. Allez-y, ma grande Mafoudia. Voilà, le temps pour nous de partir du côté de Kinshasa, d'où nous attend donc Amadou Diaby qui va prendre la parole dans un instant. Allez-y, ma foi. Alors, évidemment, ce sont des litiges qui tombent, mais après, quand ça arrive comme ça, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? On peut bien comprendre qu'il y ait une condamnation, et c'est vrai qu'on se rendra compte au fil du temps que le problème du football guinéen, c'est comme dans beaucoup de secteurs. On porte le regard sur une personne et on essaie de protéger cette personne et de ne pas protéger la nation. Parce que je pense que ça fait plusieurs années, on est quand même dans un débat lié au football. Vous vous rappelez du cas de ces jeunes qui ont été retournés parce qu'il y avait des soucis sur leur âge. Et quand on a fouillé, on s'est rendu compte que le problème émanait des Guinéens même avant ceux qui avaient fait le contrôle. Il y a bien d'autres problèmes qui sont tombés après, mais on se rend compte au finish que tout a tourné autour d'une personne et que cette personne même n'a pas su se protéger. Quand on parle même de financement, alors qu'on présentait Antonio comme un philanthrope, notre
émission ici, quand on a eu un expert qui, quand on parlait de financement, on se disait à un moment donné, peut-être qu'on n'avait pas besoin d'un philanthrope à la tête de la FEGIFOOT, on avait besoin de quelqu'un qui réfléchissait aux stratégies pour trouver des moyens, aller chercher de l'argent pour qu'il ne soit pas celui-là qui est obligé de mettre la main. Mais justement, quand vous avez autour des gens qui ne sont pas à mesure de vous dire la vérité, parce que chacun voit son intérêt, ça va être compliqué. On se retrouve quand même avec des condamnations et on connaît quand même la FIFA, quel que soit les problèmes de corruption et autres. Les grandes gueules. Il y a la condamnation qui tombe, on est forcément averti. Et ça, c'est la Fédération guinéenne de football. Oui. Comment comprendre que la nouvelle ne soit pas arrivée à bon port? On pouvait ne même pas mettre sur la place publique, mais que ça arrive aux oreilles de qui de droit pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Le ministère était au courant et le ministère a toujours dit, d'après des sources que j'ai maintenant même au sein donc de Conor, le ministère a toujours dit qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Mais le ministre Béa est prêt à s'exprimer quand même chez nous, si on est bien prêt à l'appeler. On va bien l'écouter. On va essayer de l'appeler, on va aller avec Béa, voilà, parce que pour l'instant, Amadou Diaby ne décroche pas. Voilà, il est là, voilà, on va essayer de le prendre dans un instant. Allez-y, Mafoudia. Alors, je disais que quand on a des engagements, cette excuse de ne pas avoir d'argent ne peut pas prévaloir. Parce que quand on a une condamnation, on est obligé de payer. Où est-ce qu'il fallait trouver de l'argent? Est-ce qu'il fallait laisser les choses comme ça, sachant qu'il y aura des pénalités, ça va s'accumuler. Au lieu de payer un, on va payer deux. Comment comprendre cela? Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être on va écouter le ministre, savoir c'est quoi le mécanisme justement de décaissement pour pouvoir payer de tels montants, pour ne pas se retrouver acculé jusqu'à justement, et là je ne rejoins pas Roby, je pense qu'on a beaucoup de problèmes dans le football, mais il y a des gens, il y a des jeunes qui comptent sur cette discipline. Voilà, allez, en direct et en exclusivité dans les GG, Amadou Diaby. Les grandes gueules. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour Lamine Girassi, bonne année à tous les spectateurs de Espace. Merci beaucoup, merci en tout cas d'accepter notre invitation ce matin. Allez-y Mohamed Mara. Monsieur Amadou Diaby, vous êtes vous-même un acteur assez notable du football guinéen et ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football. Dites-nous, est-ce que d'abord vous étiez au courant que cette condamnation existait contre la Guinée dans le dossier Paul Put? Mais très très bien, bien sûr, puisque j'ai été accusé en même temps que Paul Pitt, puisque, comme vous le savez, soi-disant que je prenais les 10% de Paul Pitt, mais je suis très heureux et très content d'apprendre après, maintenant que Paul Pitt, la Guinée a été condamnée, la fédération a été condamnée pour pouvoir payer Paul Pitt, et moi-même, comment on appelle la Fédération guinéenne de football, est condamnée pour qu'il me paye. La Fédération guinéenne de football n'a pas encore payé. Donc ils sont condamnés par le tribunal arbitral des sports. Allô? Au micro. Oui, mais généralement, c'est quand même aberrant de savoir que le ministère soit au courant de cette affaire et que l'État ne se bouge pas, ne demande pas aux acteurs du football d'alors de s'expliquer. Mais vous savez, Roby, on dit toujours que le blanc a fabriqué le fusil pour tuer l'homme, mais il n'a pas reçu de fabriquer le fusil pour tuer la vérité. Aujourd'hui, il y a la vérité aujourd'hui qui sort encore au sein des Guinéens, parce que la Fédération guinéenne de football de l'époque où j'étais a accusé, comme on appelle, des personnes pour dire qu'il y avait les raquettes. Et c'est ce problème des raquettes aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football n'a pas prouvé, si tu veux, les allégations faites au niveau international. Et c'est ce qui les amène aujourd'hui de pouvoir que la Guinée soit condamnée. Oui, mais ça en dit long, monsieur Amadou Diaby, sur les complicités ou sur l'embranchement de complicité au niveau de la Fédération guinéenne de football. Comment peut-on quand même camoufler une telle information? C'est quand même une bombe, hein? Mais vous savez que le mensonge a toujours été fait depuis des années. Les gens n'ont pas cru. Tout le monde a pensé que c'était le règlement des comptes et que la personne qu'il fallait abattre à l'époque, c'était le vice-président de la Fédération guinéenne de football, que c'est lui qui était le malheur de notre football, alors que c'était pas ça. On a complètement pensé, parce qu'il y a un responsable. Quand on est président d'une fédération, on assume. Quand on intime la Guinée à ce que la Guinée quand la Guinée est condamnée, automatiquement, il revient à la Fédération guinéenne de football de payer tout de suite
le montant dit. Et c'est la Fédération guinéenne de football qui écrit officiellement à la Fédération, au ministère des Sports, pour demander à ce que le ministère des Sports paye selon la convention entre l'entraîneur et la fédération, parce que Paul Pitt a signé le contrat avec la fédération et le ministère. Mais le PR, c'est l'État. Oui, c'est l'État. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, on avait adressé un courrier au ministère de tutelle pour pouvoir payer, l'addition? Là, bien, il faut se dire la vérité, on a toujours camouflé des choses à la fédération de football. Même moi, quand j'avais gagné, on vous a fait comprendre que non, c'est faux, on a dit qu'il faut reprendre. On a toujours camouflé, il n'y a aucun papier qui est déjà sorti. Il faut que la Guinée, il faut qu'on cesse maintenant de mentir les Guinéens. Il faut qu'on arrête. Si vous voyez, Monsieur Gabi, Monsieur Gabi, moi je veux savoir, je sais que vous êtes tout le temps, même si vous n'êtes pas physiquement en Guinée, vous avez vos oreilles au niveau de cette fédération, vous savez ce qui se passe dans le milieu du football guinéen. Comment est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé? Qui est-ce que vous accusez carrément d'avoir camouflé cela, et comment est-ce que vous expliquerez cette démarche? C'est dans quel but? La responsabilité revient à la chère Fédération guinéenne de football. La Fédération guinéenne de football a accusé des personnes au niveau international. C'est-à-dire que nous sommes allés au tribunal arbitral des sports. Le tribunal des sports a tranché. Moi, j'ai gagné au tribunal, j'ai gagné là-bas, et Paul Pitt n'est pas venu au tribunal arbitral des sports. Il a dit qu'il ne connaissait pas cette histoire et qu'il n'a jamais accusé M. Amadou Diaby. Il dit qu'il ne connaît pas cette histoire. Entre autres, qu'est-ce qui s'est passé? En attendant qu'ils ont fait ça, ils ont fait sortir Paul Pitt d'une manière clandestine en Guinée, sans que les gens ne soient au courant, avec la complicité. Et Paul Pitt aussi a porté plainte contre eux parce qu'ils n'avaient pas payé Paul Pitt. Et entre-temps, le tribunal a condamné la Fédération guinéenne de football et pour qu'il puisse payer Paul Pitt une affaire de 300 000 et quelques. Moi, c'était dans les 100... Moi, ils me doivent 100 et quelques mille euros. Alors, c'est ce qui fait que la fédération de l'époque devait tout de suite transmettre officiellement à l'État guinéen, à ce que l'État guinéen soit payé, parce que c'est le 26 octobre. Mais cette histoire, ça fait plus de 1 an avant même que les Comores ne viennent. Donc, ils ont été déjà condamnés bien avant. Alors, vous nous révélez que vous aussi, vous n'avez pas encore été payé, c'est cela? Mais l'ancien président de la fédération a versé une seule fois, quand on l'a intimé, toute une affaire de 40 et quelques mille euros sur mon compte, je ne sais plus, 50 000, quelque chose comme ça. Il reste encore une affaire de 100 et quelques mille à mes devoirs. Mais moi, mon cas à moi, je demande, je dis que si jamais la fédération pouvait payer moi cet argent, je n'ai plus besoin qu'on me donne l'argent là au football guinéen. Moi, le plus important, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait, c'était mon honneur et ma dignité. Alors, pour peut-être vous ramener un peu en arrière, au-delà, bien entendu, des faits de raquettes qui avaient été révélés, à l'époque, nous étions donc en 2019, il y a même les circonstances dans lesquelles M. Paul Pitt avait été recruté qui étaient mises en avant. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que c'était vraiment le choix de la fédération à l'époque tout entière et que le monsieur avait les qualifications nécessaires pour accompagner notre équipe? Je veux que vous compreniez très bien cette histoire, parce que les gens adorent mentir. Ce monsieur Antonio Soare, qui était en contact avec Paul Pitt, parce que c'était son ami de l'époque. Et une fois qu'il était rentré en contact avec lui, il a proposé Paul Pitt le service pour la Guinée. Et entre-temps, il nous a tous appelés. Je crois que les membres de la fédération ne sont pas encore morts, ils sont là. Ils peuvent le confirmer, malgré qu'ils n'ont pas été solidaires, c'est pas grave. Mais ils savent que c'est le président qui a proposé Paul Pitt. Une fois qu'il avait proposé Paul Pitt, il nous a donné... comment on appelle, il nous a fait comprendre que non, il était important, que Paul Pitt était finaliste à Ouagadougou, il faut qu'on accepte, ainsi de suite. À l'époque, moi, je souhaitais à ce que notre entraîneur vienne. Mais bon, vous savez, personne ne pouvait refuser quand même la demande du président.
on a dit, ok, c'est bon, tout le monde a adhéré parce que le président a proposé. Et quand il a posé, mais quand un contrat de l'entraîneur doit être signé, c'est le président de la fédération avec le ministre du sport et le ministre des Finances qui signe le contrat. Nulle part, ce n'est ni un membre de la fédération qui signe, ni son vice-président. Donc, Paul Pitt a s'engagé pour 30 000 euros et payer trimestriellement. Mais ce qui est très grave, quand on parle de raquettes, on dit que Amadou Diaby touchait 10% tous les mois, alors que Paul Pitt est payé trimestriellement. Vous voyez quand même qu'il y a l'amalgame dans cette histoire, parce que nulle part, la Fédération guinéenne de football a su prouver, même dans le virement de Paul Pitt à la banque, ou dans le virement de Amadou Diaby, ou dans le compte d'Amadou Diaby, nulle part, ils ont monté une histoire machiavélique pour dire que non, voilà, il y avait un agent en Côte d'Ivoire. Mais comment peut-on virer l'argent dans une autre banque? On dit, mais le fait que cet argent n'a pas pu transférer, on doit payer 3 000 euros. C'est ridicule, c'était ridicule. C'est une histoire montée de toutes pièces parce qu'on voulait absolument, comme on appelle, faire partir Amadou Diaby, parce qu'Amadou Diaby devenait très gênant, parce qu'Amadou Diaby connaissait le monde du football mondial, et puis voilà, et les gens ont trompé l'ancien président de l'époque, et puis aujourd'hui, ils n'ont pas pu l'aider, et puis voilà, la Guinée où se trouve la Guinée aujourd'hui. Voilà, les vérités crues de Amadou Diaby en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Diaby. On vous reviendra. Voilà. Lamine, merci beaucoup. Ouais. Je n'ai jamais voulu trop parler, mais il y a beaucoup de révélations et je pense que très bientôt, la Guinée connaîtra beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas du tout. Et bientôt, il y a une grande révélation sur le football guinéen que je garde. Pour l'instant, je garde d'abord mes émissions. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup Amadou Diaby. Voilà, il était donc en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs à 18h, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Le temps pour le réalisateur de joindre évidemment le ministre Béa qui va prendre la parole dans un instant. Séisme, voilà, carrément, en tout cas dans le milieu du foot ce matin, on essaie de comprendre, mon vidéo, on a écouté Amadou Diaby, Amadou qui se réserve évidemment de faire d'autres révélations. Il se réserve beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui très tôt a voulu cette réserve. Je crois qu'il était sûr de ce qu'il avait fait pour le milieu du football et qu'il attendait que les choses arrivent graduellement. Et on lui reprochait peut-être de ne pas avoir un certain niveau, mais on voit la sérénité dont il fait preuve et avec le temps, on se rend compte qu'il avait raison sur pas mal de questions. Et par rapport à ce dossier dont nous parlons ce matin, la question qui me revient quand il part, c'est Monsieur Antonio, lorsqu'il était à la Fédération guinéenne de football, n'avait-il pas de conseil juridique? N'avait-il pas une équipe qui était censée, en plus de remonter les informations, lui dire la bonne démarche à suivre pour éviter des problèmes? Parce que c'est des choses quand même inexplicables. Lorsque vous avez de telles condamnations, vous avez le courrier, vous avez obligation de réagir. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on ne réagisse pas? Je pense qu'avec le professionnalisme, on aurait évité ce qu'on est en train de connaître là. Et c'est bien dommage. Parce que c'est vrai que quand on parle de M. Antonio Soiré, on parle de ce côté comme quoi il y a beaucoup de personnes qu'il soutient, qui ne se sentiraient pas à l'aise de peut-être lui dire un oui ou un non. Et c'est vrai qu'il y a certains aussi qui aiment avoir le contrôle de tout. Mais après, il est aussi très important lorsque vous avez surtout affaire à l'État et que ce que vous gérez là, vous n'êtes pas obligé de garder, vous ne pouvez pas garder pour vous parce que c'est une gestion commune. Vous avez obligation de rendre compte. Vous devez pouvoir vous entourer de personnes qui sont à mesure d'étudier rapidement les problèmes qui tombent sur table, de pouvoir y trouver des solutions. Mais lorsqu'on garde des choses comme ça, déjà pour le recrutement de Paul Pitt, on voit qu'il y a eu la procédure qui a été biaisée parce que c'est son ami, en tout cas si tout ceci tombe, d'accord, il faut le renvoyer. Et là aussi, on ne fait pas les choses normalement. Finalement, on se retrouve au tribunal et le monsieur a raison, il y a la condamnation qui tombe. On ne dit pas qu'il faut payer, on camoufle cela, l'argent, ça augmente et maintenant, la Guinée est obligée de payer. Je pense que, mais
faut pas trop espérer, mais tout ceci devrait nous servir de leçon. Il y a des nations qui vivent du football aujourd'hui. On sait ce que le football apporte aux nations. Et on est toujours dans ce discours de dire qu'il y a des talents, il faut ceci, il faut cela. Mais après, tout ce qu'il nous faut finalement dans ce pays, c'est un peu plus de professionnalisme dans ce que nous faisons. Et au finish, voir la nation dans tout ce que nous entreprenons. Voir la nation dans tout ce que nous entreprenons. Nous prenons des décisions, nous savons que c'est au détriment de plusieurs générations, nous les prenons. Il faut un peu plus de sacrifices à tous les niveaux, c'est dommage. Après, tout ce qu'il a eu à faire, parce qu'on ne va pas rejeter en bloc, on ne va pas le présenter comme quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts, mais on se rend compte que, quelle que soit sa volonté, quel que soit tout ce qu'il a mis dans le football, il a eu à poser des actions qui ne sont pas à son avantage et qui sont de nature aujourd'hui à se poser des questions sur comment justement il a géré. Et ça, c'est bien dommage pour un entrepreneur qui a voulu apporter quelque chose à la nation. Peut-être que ça servira de leçon. On a le Connor aujourd'hui. On se retrouve dans une situation exceptionnelle. Et là aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que quand on aborde certains sujets, on se rend compte qu'il y a des accointances par-ci, par-là, les gens sur qui nous sommes censés compter pour pouvoir relever le niveau du football. Ce sont des gens qui ont peut-être des accointances, c'est assez compliqué. Je pense que pour une fois, il faut en sortir. On a de quoi vendre au monde entier, mais si nous pêchons de par notre manière de faire, parce qu'encore quelques-uns pensent à ce qu'ils vont gagner, à l'intérêt personnel, à la promotion personnelle, ça va être très très compliqué. On n'ira jamais aussi loin et on sera toujours dans cette situation qu'on connaît depuis là. On est tranquille parce qu'il n'y a pas une compétition sous-régionale ou je sais pas régionale. Et quand on va parler de la participation du Sili, on va encore relever les mêmes problèmes. Pendant ce temps, ceux qui sont censés corriger la lacune pêchent de par leur démarche et ça, je pense qu'il faut en sortir. Voilà. Le temps pour nous également de marquer une pause. Et voilà, à la pause, on va revenir carrément avec le ministre Béa qui va prendre la parole. Espérant aussi Antonio Soare qui nous en a appelé dans notre émission pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. Les GG, on revient à 10h. Mafata Sano à la régie. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à la mine Sidibé. Très nombreux, évidemment, mesdames et messieurs, à nous accompagner. Ceux que vous ne regardez pas, ceux que vous ne voyez pas à l'écran. Merci à vous tous, évidemment, à l'intérieur du pays. Amadou Sow réalise cette émission ici à la Radio Espace. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG. Le numéro, ça n'a pas changé de ce côté. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Le temps pour Amadou Sow de joindre le ministre Béa, Lansana Béa, évidemment, qui va prendre la parole aussi chez nous dans un instant. Voilà, sur Radio Espace et dans cette émission, on a cherché à joindre aussi l'acteur clé, carrément, en tout cas, de cette affaire, en ce qui concerne le football, la Fédération guinéenne de football, l'ancien président, donc Antonio Soare, que nous avons pu joindre. Il prendra la parole également aussi, soit demain, en tout cas, on essaye de comprendre évidemment sur ce qui est en train de se passer du côté de la Fédération. Mon cher Tamba, on a écouté Amadou Diaby. Amadou, avec cette sortie à dire, il a des révélations à faire, Amadou Diaby. Amadou Diaby que nous avons écouté, mais bon, dans le cadre de Amadou Diaby, c'est pas que je prends les choses avec des pincettes, mais ça reste un acteur du football avec des intérêts plutôt opposés à ceux de Antonio Soare. Vous savez toute l'histoire. C'est en vertu de cela que tout ce qui est dit, du moins dans un certain aspect, parce que vous avez bien vu que chaque fois qu'on a posé une question qui ne le concernait pas directement, il a eu cette tendance quasiment sur toutes les questions à ramener la réponse à lui. C'est assez clair de qui il est en tant qu'acteur, de ses intérêts et des enjeux des stratégies qu'il met en œuvre justement pour pouvoir parvenir à ces intérêts-là. Mais pour dire la chose en un mot comme en 300 000 euros à sortir des caisses de l'État, parce que soit l'État a dit ne pas avoir d'argent. Aujourd'hui, le risque, il est grand. C'est une chape de plomb qui nous pèse désormais sur la tête. On va donc, on arrive à un moment où la Guinée va être certainement suspendue si on ne se bouge pas sur ces 3 milliards. C'est quand même dérisoire pour un État de laisser couler les choses de cette façon-là. Mais ça nous ramène quand même à la façon dont les acteurs du football ont géré ce monde-là. Pas que
pas que ce dossier, mais ce monde. Mais c'est ce qui nous concerne, mon cher. Je souligne quand même que sous Antonio Souaré, il y a eu pas mal de dossiers comme ça. Amadou Diaby, Super V, ce Paul Put. Alors là, vous me rappelez beaucoup de souvenirs, là. Vous voyez beaucoup trop de dossiers comme ça qui sont judiciarisés et malheureusement pour lesquels M. Souaré n'a pas eu raison. Il n'a pas eu raison. On a eu Super V longuement. Il a eu de cesse même de jurer qu'il avait raison, il avait raison. Vous avez vu la suite. Amadou Diaby, c'est la même chose. Lui également, c'était des dommages qu'il fallait lui verser plus tard. Aujourd'hui, avec Paul Put, avec 3 milliards de francs guinéens, ça interpelle quand même tous les acteurs. Qui que vous soyez. C'est un milieu quand même complexe, parce que quand Amadou rappelle dans l'interview à dire qu'il ne sait même pas comment Paul Put a quitté la Guinée, ça reste des questions à élucider. Il y a quand même une forte dose d'unilatéralité dans la gestion du football à ce moment-là. Il essaie de se défendre, en tout cas. On aura de toute façon Antonio Souaré, il y a déjà une équipe qui va aller le rencontrer pour recueillir son avis. Et pourquoi pas demain, tel qu'il l'a promis. Si après, il ne revient pas sur sa décision, nous pourrons certainement la voir sur nos antennes, sur ce sujet-là. Et pourquoi pas sur d'autres sujets, parce qu'il y en a pas mal justement qui attendent et pour lesquels son nom a été cité. Mais Lamine, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une responsabilité au niveau public. Il faut gérer ça avec beaucoup de recul. Il y a des choses qui peuvent engager l'humain que nous sommes, qui peuvent engager nos sensibilités et même parfois notre orgueil. Vous savez, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt un politique ivoirien qui parlait au président Laurent Gbagbo et à qui il disait Monsieur le Président, vous savez, nous sommes, je ne dirais pas que vous n'êtes pas orgueilleux, parce que nous sommes tous orgueilleux, mais certains ont su la canaliser. Encore ceux qui sont préposés à la gestion de la chose publique ont plus d'obligations à canaliser cet orgueil humain et surtout masculin là. C'est important de pouvoir canaliser ça. Sinon, c'est ça qui nous amène à des choses qu'on aurait pu régler tout bonnement, mais qu'on ne règle pas. Et on dit, on va se montrer, on va se voir qui est qui. Et puis finalement, on se retrouve à ça. Et malheureusement, ça ne sort pas de ta poche en tant qu'individu. Ça va sortir des poches des caisses de l'État. Mais après, à ce moment-là, toi, tu fais comment pour payer? Parce que ce n'est pas les Guinéens qui sont fautifs dans un certain nombre de décisions. Je peux comprendre que ce soit les intérêts de l'État qui sont défendus. Je vais dire, l'analyse de Roby à dire qu'il fallait peut-être taper du doigt, voilà, il fallait taper un petit peu certaines personnes, en tout cas, qui se rendraient coupables jusqu'à ce que toute la nation soit condamnée. Le temps pour nous de partir sur le terrain. Amadou Diaby, monsieur le ministre est prêt, mon cher Amadou Sow. Voilà, il va le rappeler dans un instant. Allez-y. Voilà, donc je termine avec ça. Vous savez, dans le cas de Antonio Souaré, je n'ai pas dit il faut taper encore, parce que bon, il a suffisamment de soucis. Je pense que ce ne sera pas nécessaire, mais quand même interpeller les acteurs actuels et ceux à venir, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas gérer le bien public, on ne peut pas gérer les instances de l'État comme on gère sa famille, quoi. C'est pas possible. Comme on gère son fils, c'est pas possible. Tu peux pas imposer des choses, même contre la loi, contre la justice, à quelqu'un. Après, il fait valoir son droit. Et malheureusement, vous vous retrouvez à être coincé. Et c'était l'autre difficulté qu'on avait. Quand on est pourvoyeur, en tout cas en théorie, parce que effectivement, Maf, on a eu ce cadre qui a soutenu une idée contraire et qui disait que le football guinéen n'a pas été soutenu par des mécènes, en tout cas au niveau de la FEGIFOOT. Encore une fois, le monsieur est pourvoyeur. Personne n'est là pour lui dire président, là où tu vas, tu n'auras pas raison. C'est une difficulté que nous avons, faudra en sortir. Voilà, mon cher Tamba, nous partons sur le terrain et en direct, en exclusivité chez nous, mon cher Roby, le ministre des Sports. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, la question qu'on se pose sur ce cas spécifique de la FEGIFOOT, c'est est-ce que le ministère était au courant de la condamnation de la Guinée dans ce dossier? Oui, alors c'est un processus, effectivement, c'est un dossier, comme beaucoup de dossiers, je dirais pourris, que j'ai trouvé ici au niveau du ministère des Sports et de la Jeunesse. Ce dossier faisait partie effectivement des dossiers qui étaient litigieux,
où il y a effectivement eu, un processus de courrier qu'on a reçu, qu'on a répondu au niveau du ministère pour pouvoir effectivement mettre quelles étaient les responsabilités en fait. Hein. Donc, in fine, c'est un dossier de 2019. Hein. Vous connaissez le litige qu'il y a eu à l'époque entre l'entraîneur qui était M. Paul Put à l'époque avec la Fédération guinéenne de football et non pas le gouvernement guinéen. Ça, il faut quand même être clair là-dessus. Et que suite effectivement à ces difficultés-là, la fédération a décidé unilatéralement de mettre dehors effectivement de séparer de cet entraîneur. Sauf que dans le processus dans lequel ils sont lancés, ils étaient persuadés effectivement d'avoir raison et de le mettre dehors sans indemnité. Sauf que ce monsieur a décidé effectivement, suite à plusieurs problèmes qu'il y avait notamment avec, je pense qu'il y avait Amadou Diaby notamment dans ces différentes difficultés-là, ils ont porté plainte et cette plainte a abouti effectivement à une condamnation de la Fédération guinéenne de football. Et quand moi j'ai eu ces dossiers-là, j'ai essayé aussi moi de mon côté de prendre les responsabilités de tout un chacun, notamment en responsabilité dans la fédération. Et puis on s'est retrouvé effectivement aujourd'hui avec une condamnation qui est d'environ 275. Jacques, mais monsieur le ministre, vous parliez de dossiers pourri depuis le 2019. Pourquoi avoir laissé prospérer cette odeur pestilentielle? Pourquoi ne pas avoir résolu ce cas depuis bien longtemps? Pourquoi n'avoir pas interrogé les acteurs d'alors? Sachant que c'est une mauvaise publicité pour la Guinée aujourd'hui que ça sorte. Sachant que c'est le gouvernement qui va quand même payer. Absolument. Hein. Vous savez, la difficulté de ce pays, c'est qu'on renvoie toujours les responsabilités au gouvernement. Vous savez que vous avez une fédération. Et quand, effectivement, nous décidons de nous initier dans les choses, on dit ah non, c'est pas votre rôle, les fédérations sont autonomes et indépendantes. Vous savez, vous dites, je suis arrivé, j'aurais dit, on a pris le dossier en main. Oui, mais monsieur le ministre. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, sinon laissez-moi parler. Vous m'appelez pour que je parle, laissez-moi parler, et puis vous m'interromprez après, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'ai pris les choses en main, on a pris des avis juridiques aussi de notre côté, pour voir effectivement quelle était la procédure à suivre par rapport à ça. On n'est pas condamné aujourd'hui. On nous demande de payer dans les 60 jours ce montant. Ce montant a été demandé au niveau du gouvernement, effectivement. Dans mon budget, il a été inscrit et il va être payé cette année sur le budget 2023. Et donc, on a 60 jours. Mais quand vous dites cette année, alors que l'ultimatum qu'on donne, c'est dans un mois pour suspendre la Guinée. Est-ce que, monsieur le ministre, déjà, vous êtes au courant de cette lettre de rappel et que, conformément à cela, vous prenez des dispositions pour vous désengager? Si vous avez reçu ce courrier, c'est que moi aussi je l'ai reçu. La Fédération guinéenne de football a reçu ce courrier hier. Donc vous avez reçu ce courrier à moins qu'il soit transmis officiellement à mon département. Et ce courrier, effectivement, stipule que dans les 60 jours, d'accord, que nous devons effectivement prendre nos responsabilités pour mettre à disposition cet argent qui est effectivement à mettre à disposition de cet entraîneur. Et tout a été envoyé aujourd'hui au niveau de mon département. Nous avions inscrit ce budget l'année passée, mais comme on est arrivé en fin d'année, c'est pas possible d'avoir les enveloppes, donc ça a été programmé pour le budget 2023. Donc ça va être payé d'ici les 60 jours qui sont programmés. Le ministre des Sports, évidemment, en direct ce matin chez les GG, Lansana Béavogui. Allez-y. Vous voyez bien. Lansana Béavogui, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Alors, vous voyez bien, monsieur le ministre, que et vous l'évoquiez tantôt. Vous dites que on a tendance en Guinée à ramener tout à l'État. Au gouvernement. Ouais. J'ai envie de vous dire, mais c'est normal, même si la Fédération guinéenne de football est autonome, elle répond quand même de vous. La tutelle, c'est vous. C'est une fédération guinéenne, c'est l'État guinéen. C'est tout à fait logique. D'où la question de ce matin. Est-ce que finalement, vous n'avez pas traîné le pas sur ce dossier-là? N'aurait-il pas fallu prendre les devants et vous en acquitter tout bonnement, sachant que, in fine, ce serait encore vous, l'État guinéen, qui s'en acquitterait? Non, parce que je pense qu'il fallait quand même aujourd'hui tirer les responsabilités tout un chacun.
Vous savez, il y a beaucoup de dossiers qui sont comme ça. Donc l'État guinéen, effectivement, à un moment donné, prend ses responsabilités, mais derrière les responsabilités que nous prenons aujourd'hui, il faut quand même tirer aussi, effectivement, les conséquences par rapport à qui est responsable de ces dossiers-là. Et c'est très facile, hein. Moi, quand vous avez votre enfant qui fait une bêtise, vous allez à chaque fois encourager votre gosse à continuer à faire des bêtises. Je suis désolé. Je veux dire, si aujourd'hui le dossier a été étudié profondément par nous, on a été en contact effectivement avec la CAF et finalement on a trouvé effectivement un arrangement pour faire le paiement. Ce courrier il est sorti. Nous savions qu'il allait arriver et que nous avions programmé pour cette année. Nous savions que nous avions effectivement 60 jours. Nous avons programmé pour cette année pour faire le paiement de ce dossier-là. Vous savez, il y avait plein d'autres dossiers. Hein, et tous les dossiers qui ont été gérés depuis que je suis arrivé, celui-ci est insignifiant par rapport à tout ce qui a déjà été géré depuis que je suis arrivé au niveau du département. Mais alors, monsieur le ministre, vous apprenez des choses. Deux questions du coup. Vous dites que ce dossier 3 milliards, c'est quand même quelque chose. Vous nous dites que c'est insignifiant. Sur quel autre dossier, justement, avez-vous travaillé? Quel autre dossier avez-vous évacué qui soit similaire à celui-ci? Deuxième question, vous avez certainement eu le temps de situer les responsabilités. Que va faire le département, vu que vous évoquiez l'image du père et de l'enfant? Que va faire le département, justement, pour éviter qu'à l'avenir, des Guinéens fassent ce qu'ils veulent au prix de l'État? Mais par rapport à votre dernière question, la chose qu'on est en train de faire, ce sont des réformes. Et ces réformes aujourd'hui, justement, c'est d'avoir des contrats, des vrais contrats. On signe avec non seulement les entraîneurs, mais avec qui que ce soit aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'on signait des contrats avec beaucoup de facilité, au désavantage total de l'État guinéen et au désavantage total du pays. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes plutôt dans une autre approche aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se défend, nous, en mettant des contrats à disposition aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pas seulement au détriment de l'État, mais au contraire, c'est à l'avantage de l'État aujourd'hui qu'on doit mettre en place des outils. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans nos réformes qu'on est en train de mettre en place et dans tous les nouveaux contrats qu'on est en train de signer avec les différents partenaires avec lesquels on travaille au niveau des ministères de la jeunesse et des sports. La première question. Vous parlez de responsabilité partagée, mais il n'y aura pas de sanctions à vous écouter. Écoutez, la sanction aujourd'hui, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, simplement, c'est que nous mettons en place, effectivement, des outils pour que nous puissions être fonctionnels et que notre département puisse être, je dirais, dans une dynamique aujourd'hui pour amener le pays, effectivement, et nos compétitions le plus haut possible. Et donc, pour ça, effectivement, il faut qu'on ait un processus qui puisse fonctionner. Non seulement qu'on soit plus dans les difficultés aujourd'hui, comme on l'est très souvent, en termes de décaissement, en termes de financement, etc., etc. Une fois qu'on a mis ces outils-là en place, après, effectivement, on pourra tirer les responsabilités tout un chacun. Et ça, c'est pas moi qui mettrai cette procédure-là, c'est plutôt des procédures qui sont plutôt judiciaires. Voilà. Lansana Béa Diallo en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Tamba. La première question, monsieur le ministre, vous avez dit que le dossier que nous évoquons ce matin est insignifiant par rapport à ceux que vous avez trouvés sur la table. Dites-nous-en un peu plus. Quel autre dossier évoquez-vous? À quel autre dossier faites-vous allusion? Comme vous avez toujours vos réseaux pour trouver les informations. Oh, ben non, Béa, monsieur le ministre. Béa, ça ne passe pas là. Ça ne passe pas là. On a nos réseaux. Là, vous êtes le ministre, là, mon cher ami. Non, mais c'est important, vous allez dire. On a nos réseaux. D'accord, on a nos réseaux. Mais nous, on a affaire avec un ministre d'État, là. C'est important. Voilà. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur beaucoup de dossiers. Non, ça c'est langue de bois. Quel autre dossier faites-vous? Et surtout, quel autre dossier pourri? Parce que vous avez parlé des dossiers pourris. Vous avez hérité quel autre? Du dossier Amadou Diaby, dans lequel également l'État guinéen est condamné aussi à payer des indemnités. Bien sûr. Il y a Amadou Diaby, il y a le dossier Paul Plus, il y a le dossier... comment il s'appelle, Didier Six, que j'ai trouvé ici. Donc, voilà, il y a énormément, en fait, la difficulté, c'est que les contrats étaient très mal ficelés, vous comprenez? Et à chaque fois, on faisait des contrats à la légère, on signait, on engageait l'État guinéen, et évidemment, in fine, ça nous rattrape toujours. Et finalement, c'est très facile, en fait, de le faire, puisque finalement, qui va payer, finalement? C'est l'État guinéen. L'État guinéen, c'est qui? C'est le peuple guinéen.
Et c'est ça qui me dérange un peu, parce qu'on fait souvent les choses avec beaucoup de légèreté. Et nous, on est en train de travailler justement sur la réforme de tout ça pour que nous n'ayons plus ces difficultés-là dans le futur. Et je pense que ce travail-là, effectivement, il est vraiment assez conséquent et on est en train de mettre ces outils-là en place, dont notamment tout un plan de programme qui a été mis en place par rapport à la stratégie de financement de toutes les fédérations. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'accompagne, comment est-ce que les fédérations vont aux compétitions internationales. Et voilà, on est en train de travailler là-dessus vraiment d'une manière bien concrète, mais c'est pas du tout évident parce que, comme vous le savez, les fédérations sont aussi un peu autonomes et indépendantes dans leur mode de fonctionnement, mais in fine, ils dépendent pratiquement à 100% de l'État, parce que c'est l'État qui finance entièrement les fédérations aujourd'hui dans notre pays. Voilà, le ministre Béa en direct chez les GG. Allez-y. Voilà, alors, monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas vous poser cette question, monsieur le ministre. La Guinée, le Sili junior handball est champion d'Afrique. Ils sont rentrés il y a quelques temps. Ce que nous avons appris, monsieur le ministre, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Nous avons appris deux choses. La première, c'est que vous, en tant que département, en tant que tutelle, papa du football guinéen, vous n'avez pas émis d'ordre de mission pour la délégation guinéenne qui allait à cette compétition à Madagascar. Mieux, monsieur le ministre, même 100 francs ne sont sortis des caisses du ministère des Sports pour soutenir une équipe qui a pourtant ramené un prix et qui s'est placé sur le toit de l'Afrique au niveau du handball. D'accord. Alors, la Guinée est un pays de rumeurs et un pays de mensonges. Tout ce que vous venez de dire est mensonge, de A à Z. D'abord, avant qu'ils partent là où ils sont partis à la compétition, d'accord, ils ont fait une compétition ici en Guinée et c'est comme ça qu'ils ont pu se qualifier. Avec plusieurs pays qui étaient ici, entièrement pris en charge. Vous devez savoir, monsieur, que, écoutez bien ce que je vous dis, hein, que sur 100% du budget de l'année passée de mon département, sur 100% du budget de l'année passée de mon département, 60% de ce budget est consacré aux fédérations sportives. Sur les 100%, ces 60% des fédérations, vous comprenez, écoutez bien ce que je dis, 45% de ce budget a été pour le football. 25% de ce même budget, 30% de ce même budget, a été pour le handball. Alors, il faut que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi et de polémiquer sur n'importe quoi. Il y a eu l'ordre de mission, ils sont partis, ils ont été soutenus et ils vont être reçus aujourd'hui par le ministère. Donc, il faut s'il vous plaît qu'on arrête de désinformer les gens. Et c'est très bien que vous m'ayez posé cette question pour que je rectifie les choses. Merci beaucoup. Oui, monsieur le ministre, vous allez permettre quand même d'être un peu persistant sur les détails. Le budget, on a bien compris. Donc, vous nous dites, il est mal réparti. Hein? Ça, c'est un autre débat, clairement. C'est un autre débat. Parce vous nous dites... Alors là, nos invités, hier, avant-hier, ont menti dans ce studio. C'est ça. Vous nous dites que nos invités ont menti sur l'ordre de mission et sur la prise en charge. Monsieur, sans ordre de mission, il ne peut pas partir, monsieur, s'il vous plaît. Sans ordre de mission, il peut pas partir, il ne peut pas prendre l'avion. Donc il faut arrêter, s'il vous plaît. Les ordres de mission ont été signés, évidemment. Allez, il faut qu'on arrête. Mais moi je vous crois, hein, monsieur le ministre. Hein. Non, mais je le crois, hein, sincèrement, quoi. Voilà, donc ça veut dire, du côté du handball, je pense que il doit s'expliquer. Parce que là, ce n'est pas du tout normal. Comment expliquer? Ce n'est pas normal. On ne peut pas venir quand même dans cette émission et mentir comme ça, c'est pas possible. Comment expliquer cela, monsieur le ministre? Comment expliquer que des acteurs aussi hauts du sport, sur le toit de l'Afrique, viennent dans un studio et se permettre autant d'allégations? Quels sont vos rapports avec les grandes gueules? Honnêtement, je ne les ai pas entendus. Parce que si je ne les avais pas entendus, ils auraient dû tout de suite convoquer pour... Mais ils l'ont dit ici. Ils ont dit que vous n'avez pas signé d'ordre de mission pour le voyage à Madagascar et que la fédération de handball n'a pas été prise en charge par le ministère. Finalement, ils se sont débrouillés eux-mêmes pour y aller. Ils l'ont dit. D'accord, ok, écoutez, s'ils ont dit, on va faire une confrontation alors avec vous. Voilà, comme dimanche vous serez dans cette émission. Et on viendra vous donner tous les documents. Voilà, avec plaisir, monsieur le ministre. Cette question avant de vous lâcher, on veut savoir, Paul, s'il vous plaît, Jacques, on est à l'antenne. Voilà, les contrats, vous dites que le contrat a été mal ficelé. Pourquoi jusqu'à au niveau de Kaba Diawara, vous n'avez pas encore signé son contrat? Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Mon frère. Paul, parents. Ça
ça c'est encore un mensonge. Donc le contrat a été signé? Ça, c'est encore un mensonge. Le contrat de Kabadiawa a été signé il y a très très longtemps, et par moi et par le ministre des Finances. Voilà. Et le budget aussi a été mis à disposition. Il y avait juste une difficulté, et ça a pris un peu de temps, c'est qu'effectivement, vous devez savoir que quand vous avez un contrat dans tous les marchés publics, vous devez enregistrer votre contrat, et cet enregistrement demandait un certain coût. Donc, voilà. Non, mais c'est un journaliste qui posait la question, un Koutoubou du côté de Swiss Media qui posait donc la question. Voilà, bien. En tout cas, bon courage. Vous serez dimanche ici avec Paul Fatia Tonkara, avec Foot Express. J'en suis sûr que ce dossier pourri seront évoqués, évidemment, dans Foot Express. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher ami, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent. Être du côté de l'opinion en vogue. Attention, l'ennemi de la vérité n'est pas toujours le mensonge, non. Mais ces grandes opinions qui veulent s'imposer à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée, carrément réponse à la bergère. Nous allons partir sur le terrain. Il va intervenir chez nous, il faut le rappeler, c'est le président de la fédération de handball. Voilà, il faut le rappeler. Quelle révélation ce matin, Mohamed Mara? On a écouté le ministre Béa. Révélation. Papa, moi je suis vraiment papa ce matin. Non, Lamine, c'est parce que tu ne suis pas beaucoup ce secteur-là, mais ces condamnations existent bel et bien, et il n'y a pas que ces deux, il y en a d'autres justement, mais on a l'impression que l'État guinéen tarde parfois à exécuter ces condamnations. Ce qu'on peut comprendre un peu dans une certaine mesure, parce qu'on a eu l'impression que pendant très longtemps, les acteurs de football, notamment la Fédération guinéenne de football ou même la Ligue, ainsi de suite, sachant que leur responsabilité personnelle, et même en tant que fédération, n'étaient pas engagés sur le plan pécunier, donc ce sont parfois autorisés n'importe quoi. Vous savez, même ici, vous vous rappelez les bisbilles avec la commission d'éthique, et ainsi de suite, les gens ne craignent pas parfois d'entorser les procédures. Parce que même quand il y a des sanctions, c'est pas eux qui payent en fait. Ce ne sont même pas les fédérations qui payent, c'est l'État guinéen. À la limite, parfois, on pourrait se demander si, par exemple, certaines de ces condamnations ne sont pas provoquées exprès. Ouais. Vous savez, il y a eu une pratique au niveau des agences judiciaires de l'État pendant longtemps dans ce pays. Parfois, les partis s'entendaient. On a souvent entendu parler de ce genre d'histoire. Vous attaquez l'État, vous entendez un peu avec l'agent judiciaire de l'État qui n'envoie pas au jour J soit l'avocat ou en tout cas avec des trucs. L'État se fait condamner et derrière, lui, il écrit au ministère des Finances, les feuilles tombent et puis... Voilà, il y avait un système de ristourne. On connaît on a souvent entendu parler. Les grandes gueules. Tu parles là de la marmaille. C'est ça exactement, la marmaille. Vous vous souvenez la fédération aurait pu se mettre Jacques le Profond. Les grandes gueules. C'est exactement ça, mais je dis, lorsque les gens, leur propre responsabilité n'est pas engagée, c'est vrai qu'ils ne font pas attention aux décisions. Donc, c'est cela en fait le problème. On s'arrange en fait. Vous ne pouvez pas décider. On s'arrange à se faire condamner. Ouais, c'est ça. Et puis après, on se partage. Puisque l'argent va tomber. Ce que je dis, c'est que les gens ne font pas attention aux décisions qu'ils prennent et qui engagent à la fois la fédération et in fine l'État. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui payent. Ailleurs, lorsque vous vous engagez et que vous devez casser comme ça un contrat, vous savez que cela va avoir un impact sur l'image de la fédération, sur l'image de votre sport, sur les contrats de sponsoring, les contrats commerciaux de tout genre, et que l'État va se prendre une raclée, et quand c'est comme ça, vous savez que votre poste même est en jeu. Malheureusement, chez nous, ceux qui gèrent le football sont tellement puissants qu'ils savent que il ne peut jamais avoir de vote de défiance. Les grandes gueules. Là, en fait, voilà pourquoi les gens se sont tout permis ici dans les sports. Voilà. Nous partons sur le terrain, mon cher Tamba, avec le président Paye, voilà, du côté de handball. Il est en direct ce matin. Les grandes gueules. Monsieur le Président, bonjour et merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Il y a quelques jours, nous avons reçu le capitaine de l'équipe vainqueur de handball et le sélectionneur. C'était donc lundi. Ils étaient sur notre plateau. Et une des informations que nous avons reçues d'eux, ce serait
que l'équipe qui a donc raflé le trophée continental n'a pas reçu d'ordre de mission de la part du département, mais mieux encore, elle n'aurait pas été soutenue dans les charges liées à ce déplacement-là, liées à la compétition. Le ministre, ce matin, nous lâche un avis contraire. Il dit faux à tout cela. Quelle est la vérité finalement? Qui ment? La vérité, monsieur le ministre, a fait la demande d'ordre de mission qui a été transmise au niveau de la primature. Mais juste là où je suis assis, je signe et je persiste, il n'y a pas d'ordre de mission remis à la Fédération guinéenne de handball pour effectuer la mission. Le ministre, à son niveau, au niveau du ministère des Sports, ils ont transmis bel et bien la demande d'ordre de mission à la primature. Mais là où je suis assis, jusqu'à preuve contraire, il n'y a pas d'ordre de mission qui est sorti. Mais alors, le ministre, pour nous faire comprendre qu'il dit vrai, il dit que sans l'ordre de mission, vous ne pouvez pas partir. Mais alors, comment vous êtes parti? Madame, moi j'étais à Brazzaville. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Moi j'ai fait la mission, je suis parti rejoindre l'équipe. Ce que je sais, monsieur le ministre a fait la demande d'ordre de mission, ça a été déposé. Et le ministère des Sports a pris l'agence de voyage qui nous a donné les billets. Nous sommes partis et toutes les autres frais, la fédération a pris en attendant que l'ordre de mission ne soit disponible. Mais l'ordre de mission, jusqu'à l'heure où je suis ici, aucun membre de la Fédération guinéenne de handball ne peut vous dire qu'il y a un ordre de mission. Si ça existe qu'on vous le montre, c'est tout. Alors, monsieur le Président, on va aller jusqu'au bout, on va tout dire. Monsieur le ministre a aussi dit que la compétition qui a commencé à Conakry a été entièrement prise en charge. Est-ce que vrai? Et puis, sur le budget qui vous est attribué, on aurait envie de comprendre combien vous recevez aujourd'hui. Et on va tenter une comparaison avec le passé. Je pense, ce que vous avez dit, la compétition à Conakry, effectivement, ça a été pris à 100% par l'État guinéen. Parce que ça faisait partie des prises en charge pour l'organisation de la compétition. Il y avait 16 équipes à Conakry. C'est l'État qui a pris ça en charge dans le budget de 2022. Nous ne disons pas le contraire. D'autres questions par rapport au budget? Combien vous recevez aujourd'hui pour votre fédération, pour votre fonctionnement, et puis une comparaison avec ce que vous receviez avant? Mais moi, ce que je sais, depuis 2013, je ne pense pas si ma fédération a reçu un budget de fonctionnement de la part du département des sports. Depuis 2013, vous dites ce matin. Depuis 2013, les fédérations, je ne pense pas qu'il y ait une fédération qui a reçu un budget de fonctionnement de la part du département des sports. Bien. Y compris en 2022-2021. Depuis 2013, il dit, Jacques. Depuis 2013, depuis mars 2013. Moi, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Le département des sports nous soutient dans tous nos sorties sur l'international à 100% parce qu'une équipe nationale, c'est la propriété de l'État, c'est pas une fédération. Mais en ce qui concerne le fonctionnement, l'organisation de nos compétitions à l'interne, c'est la fédération qui prend entièrement en charge à 100%. Voilà. Mais c'est quoi la nature du soutien du département dont vous parliez là? C'est quoi la nature exactement? Mais c'est ce que dit la nature du soutien du département, c'est nos sorties sur l'international. Quand une équipe nationale est qualifiée pour une compétition, la demande d'ordre de mission est faite par la fédération transmise au niveau du ministère des Sports, et c'est là où ils prennent tout en charge, parce que c'est l'État qui prend une équipe nationale, pas une fédération. Oui, mais Général Paye, pourtant le ministre vient de nous dire que de l'ensemble de son budget chaque année, 60% vont directement aux fédérations, et dans ce montant, 3% sont consacrés quand même au handball. Est-ce que vous avez les 30% de ce montant-là est alloué au handball? Est-ce que vous recevez l'impact, vous pensez qu'il y a un impact de ce budget-là sur votre sport? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, la rareté aujourd'hui des terrains de handball saute aux yeux en Guinée. Et de ces 13 dernières années, comme vous le dites, ou depuis 2013, est-ce que l'État a investi, par exemple, dans la création ne serait-ce qu'un seul terrain de handball? Je ne vais pas m'aventurer dans l'histoire de terrain, parce que ça, c'est l'État qui doit mettre les infrastructures en place. Mais ce que tu dis par rapport au budget alloué à la Fédération guinéenne de handball pour 2022,
toutes nos sorties, je vous dis, dans nos différentes missions, il y a des primes de stage et il y a des primes de participation aux compétitions. Ça va directement dans la main des sportifs qui participent à ces différents regroupements. Devant c'est-à-dire à la présence d'un cadre du ministère des Sports qui s'occupe des finances, quand nous devions aller à l'extérieur, ils suivent l'équipe. Après, arriver sur le terrain, il y a une fiche d'émargement. Si tu reçois un montant, tu signes. Et ce document, c'est géré par le département des sports, c'est pas au niveau de la fédération. Mais tout ce qui est billetterie ou bien manifestation sportive, c'est la gestion du département des sports, c'est pas les fédérations sportives. Voilà, pareil. Et cette information justement, parce que à la sortie du côté de l'aéroport, qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que ces joueurs ont reçu des primes? Parce qu'on nous apprend que chaque joueur, vous avez donné 50 € à chaque joueur. Est-ce vrai, hein? Ben ça c'est la fédération qui a offert aux joueurs pour leur transport, pour rentrer à la maison en attendant que les primes ne soient payées. Bien. Ça n'engage pas le département de sport, ça c'est la fédération qui a offert parce que les joueurs sont rentrés, on ne pouvait pas les laisser rentrer à la maison sans transport. Donc la fédération, le bureau exécutif, nous avons décidé d'offrir 52 $ par joueur et par encadreur pour les permettre de rentrer chez eux. Donc vous confirmez. Quelle honte quand même, Monsieur Paye. Donc vous confirmez. Des champions d'Afrique. Chacun. L'aéroport, 50 €. Mais donc chacun a pris son. Ce que vous nous dites, c'est que chacun a pris son taxi ou son McBana pour entrer à la maison. Quelle honte, hein. Après la victoire, c'est ça? Après la victoire, le bus est venu chercher les joueurs. Nous sommes arrivés au stade, nous nous sommes entretenus pour les laisser rentrer ces joueurs. Chacun a eu son transport. Chacun a donc pris son taxi. Alors, vous nous dites, je voulais terminer cette question. La question sur la prise en charge, finalement. C'est ce que je veux, c'est la question que je voulais poser. Non, c'est pas possible. Alors, vous nous dites, général, que c'est quoi? Vous nous dites général. Les grandes gueules. En général, alors sur la prise en charge, vous dites que l'État a quand même pris ça, sur lui. Les joueurs sont partis. À combien on peut alors évaluer aujourd'hui les primes que l'État a dû payer pour chaque sportif? Mais il y a un arrêté conjoint du ministère, au niveau du ministère des Sports. Il y a le service DAF qui s'occupe de ça. C'est pas à moi de calculer. Je pense que tout est défini. Quand vous participez à une compétition, il y a un montant qui est alloué aux autres disciplines, qui n'est pas lié au football. Donc l'arrêté conjoint, ils travailleront en fonction de ça et ils vont donner l'argent des sportifs. Moi, j'en suis sûr. Je ne doute pas. Ça peut retarder, mais les sportifs rentreront à la disposition de leur vie. Oui, mais ça c'était combien? C'était évalué à combien jusqu'à très récemment de remporter une Coupe d'Afrique dans une discipline sportive? Bon, il y a deux volets. D'abord, quand vous participez à une compétition, il y a les primes de regroupement, il y a les primes de participation à la compétition et puis il y a les primes de médailles. Les primes de médailles, c'est à la discrétion du département, de l'État. Parce que quand vous avez le trophée, vous avez une médaille, c'est au gouvernement d'en décider. C'est pas au niveau de la fédération ou au niveau du ministère des Sports. D'accord. Alors, M. Paye, moi je veux bien que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. C'est peut-être une question de profane. C'est de comprendre un peu la nature de l'assistance. Est-ce qu'au niveau du département, il est écrit que c'est l'assistance au niveau des primes quand il y a une compétition, ou il y a aussi cette question de subvention que toutes les fédérations reçoivent? Qu'en est-il réellement? Que disent les textes à propos? Madame, il y a la différence entre subventions que les fédérations doivent recevoir et les primes. Les primes, c'est un arrêté conjoint signé entre trois ministres, le ministre des Sports, le ministre du Budget et le ministre des Finances. Les primes des handballeurs s'élèvent à combien? Si c'est les jeunes, les primes varient de 500 à 1000 $ et de 1500 à 2000 $ selon les catégories, en junior et en cadet. Et par match ou pour toute une compétition? Oui, bien sûr. Non, vous n'avez pas répondu. Pas match, hein. Toute la compétition? Par rapport à la participation à toute la compétition. C'est pas fait par match, non. On comprend pourquoi le capitaine était assis, on dirait un croque-mort dans son studio. Toute la délégation, ils étaient assis pâles. C'est quand même non. Vous rigolez avec ça, Général Paye, mais c'est quand même une honte pour la République que des champions d'Afrique rentrent à l'aéroport, on leur tend des petits billets de 50 € et pour toute la compétition, ils ont 1000 à 1500 $ pour toute une compétition. Ça motive pas, franchement, hein. Non, mais franchement.
je vais te dire ce que tu dois comprendre, ce que tu ne comprends pas. Non, j'ai pas envie de comprendre, hein. Franchement, c'est... Non, mais Roby, arrête ta rébellion quand même, là. C'est catastrophique, c'est honteux. Les grandes gueules. Je vais te dire, la Guinée, en matière de primes, perçoit plus que l'équipe de Tunisie qui fait partie des 3 meilleures nations de handball en Afrique. C'est pas pour autant qu'on doit laisser les sportifs rentrer démoralisés complètement à la maison après avoir quand même brillé sur une compétition. On comprend pourquoi ils étaient assis dans ce studio, ils faisaient l'effort de sourire, mais c'était un sourire forcé. Moi, je te donne un exemple qui est vérifiable. Quand nous partons en compétition, il n'y a pas 3 meilleures nations de handball en Afrique plus traitées que la Guinée. Ça, c'est vérifiable. Ça se voit sur la peau de nos sportifs, hein? Bien sûr que oui. Ça peut se ressentir sur leur peau ou pas. Oui, ça se voit. 50 € à l'aéroport pour rentrer à la maison, franchement. Oui, mais ça, c'est cette information, vous auriez dû même la cacher. Hein. Attention, ça, c'est un don de la fédération, c'est pas une contribution de l'État. Toi, même Ruby, tu peux le faire pour tes sportifs si tu es fier d'eux. Non, mais franchement, je suis sans mots. Eh ben, la fédération attend aussi ta contribution pour soutenir ces joueurs parce qu'ils ont fait à la Guinée. Voilà, prenez d'abord vos responsabilités. En tout cas, félicitations. Félicitations. Au moins, lui, il fait des résultats, Roby. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà, arrête de te rébeller dans ce studio. Les jeunes qui font des résultats. Tu as vu comment ils sont traités, les jeunes qui font des résultats? 50 € de l'aéroport, 1500 comme prime pour toute une compétition. Franchement. Alors, est-ce que, Général, est-ce que vous comprenez la réaction de Roby? 1500 € quand même sur toute la compétition. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des efforts à envisager de votre côté, notamment pour revisiter cet arrêté-là et revaloriser les primes pour nos joueurs? Honnêtement, je suis d'accord. Mais parce qu'auparavant, ça n'existait pas. Vous savez, il y a 10 ans, quand on partait dans les compétitions, l'État guinéen donnait combien? L'État guinéen donnait 90 $ par sportif et par jour. 90 $ par sportif et par jour. Et quand on retournait au pays, les sportifs n'avaient même pas la possibilité d'avoir 10 $ ou 20 $ avant de rentrer à la maison. Voilà. Mais aujourd'hui, quand ils vont à une compétition, il y a une prime de participation, il y a une prime de regroupement, on réclame encore les primes de médailles. C'est vraiment, il y a des avancées. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Général, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. On va revenir en longuement d'ailleurs sur ce sujet parce que si du côté des autres fédés, ils avaient des pailles, je pense que on aurait fait mieux. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. À Espace, chez les GG, nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée. Des faits qui peuvent déranger, des faits qui peuvent bousculer. Bienvenue sur Espace, les GG de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On reviendra dans la 3e partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec vos messages. On s'intéressera aussi à d'autres sujets, évidemment, du côté du ministère du Travail, entre autres. Hein. Voilà, Jacques Lewaleno reviendra longuement sur ce qui se passe de ce côté. L'administration et décentralisation. La Guinée se dote, nous apprendons donc, de direction régionale. Tamba s'est intéressé à ce dossier, mesdames et messieurs. Tout ceci développé juste derrière les infos à 11h avec Ral Béchani à la radio et notre ami Emmanuel Loua du côté de la télévision. On revient à 11h.